Les réactions séquentielles sont des réactions qui se suivent. Si je prends exemple de la glycolyse dans le métabolisme, la glycolyse commence à partir de glucose, après glucose 6-phosphate, après fructose 6-phosphate, après fructose 1,6-bisphosphate, etc. Donc, c'est une séquence de réactions. Chaque réaction possède son delta G'0. Nous, on va calculer la delta G'0 de la réaction globale. Il suffit juste de rajouter les delta G' pour obtenir les delta G' de la somme. On obtient delta G' global. Passons maintenant au point suivant. Les composés à haut potentiel d'hydrolyse. Un composé à haut potentiel d'hydrolyse est un composé qui peut me fabriquer de l'ATP à son niveau. L'ATP, on la verra. Elle est à 95% fabriquée au niveau de la chaîne respiratoire. Un composé à haut potentiel d'hydrolyse est un composé très énergétique, très riche en énergie. Cette énergie, ils doivent la libérer et fabriquer à partir d'elle de l'ATP. Et cet ATP est fabriqué au niveau de substrat, appelé une phosphorylation au niveau de substrat. L'ATP à 95% est fabriqué au niveau de la chaîne respiratoire. Mais à exception, il y a des composés qui sont très riches en énergie à leur niveau, sans passer par la chaîne respiratoire. Ils nous fabriquent de l'ATP. D'accord? Voici la structure de l'ATP. Elle est faite d'une base azotée, qui est l'adénine, un sucre 5 carbone, le ribose, est attaché à 3 phosphates. Concentrez-vous bien avec cette liaison par rapport à celle-ci. Celle-ci est une simple liaison. La ligne est normale. Mais ici, la liaison n'est pas droite. Je parle d'ATP quand j'ai les 3 phosphates, ou ADP quand j'ai 2 phosphates, ou AMP quand j'ai un seul phosphate. Alors, l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI s'accompagne d'une libération d'un delta G'0 égal à moins 7,3 kcal. L'ADP, quand elle s'hydrolyse, il nous donne de l'AMP plus PI. Elle nous donne aussi une énergie égale à moins 7,3 kcal. Par contre, l'AMP, quand elle est hydrolysée en adénosine et phosphate PI, elle nous donne une énergie égale à moins 3,4 kcal par mol. Donc, dans l'hydrolyse de l'ATP et ADP, l'énergie est supérieure à l'hydrolyse de l'AMP. Pourquoi? Et c'est une question piège que vos professeurs adorent, faites attention. Je vous explique. Revenons à la structure de l'ATP. À pH 7, ces OH seront sous forme ionisée, O-, O-. Donc, j'aurai une molécule totalement chargée négativement, et les O- sont rapprochés les uns des autres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette molécule? Ça va créer des forces de répulsion, une instabilité dans la molécule, qui se manifeste en faveur de l'hydrolyse de ce PI. Donc, cette hydrolyse va me libérer une énergie égale à moins 7,3 kcal. Et on obtient ADP. Même chose pour ADP. O-, pareil, des forces de répulsion, instabilité de la molécule qui sera en faveur de l'hydrolyse de deuxième phosphorylation, avec libération de l'énergie égale à moins 7,3 kcal. Finalement, il me reste O- ici et O- ici. Il y a moins de tension et moins de force de répulsion dans la molécule. Il y a des forces, mais elles sont minimisées. C'est pour ça, lorsqu'il y a hydrolyse ici, on va avoir une delta G' égale à moins 3,4 kcal, moins énergétique que les deux premiers. Les deux liaisons des deux phosphates terminaux, c'est des liaisons anhydrides acides. Par contre, cette liaison entre l'ose et le phosphate, c'est une liaison phosphoester. Je peux pas dire que c'est une liaison osidique, parce qu'elle n'engage pas un carbone anomérique. Il y a un cas particulier où l'ATP est directement hydrolysé en adénosine monophosphate avec libération de PPI. Cette PPI, appelée pyrophosphate, et le PPI à son tour est hydrolysé en 2PI, appelé orthophosphate inorganique. L'ATP est hydrolysé directement en AMP dans les réactions d'activation, surtout les acides gras nécessitant un apport énergétique très important. Donc, cette réaction libère une énergie plus importante que ces deux. L'ATP nous fournit de l'énergie. Elle nous donne du phosphate.
Elle nous donne du pyrophosphate, de l'AMP, de l'ATP. Elles se forment dans la chaîne respiratoire et au niveau du substrat. L'ATP se forme principalement dans la chaîne respiratoire à 95% et elle se forme aussi au niveau du substrat qui sont les composés à haut potentiel d'hydrolyse parce qu'ils sont très énergétiques. On va voir le cycle de l'ATP. C'est des milliers d'ATP qui se forment en quelques secondes. Alors, cet ATP est hydrolysé. ATP plus H2O, ça nous donne ADP plus PI. Libération de l'énergie égale à moins 7,3 kcal. Cette énergie va être utilisée par la cellule, contraction musculaire, déplacement d'une molécule, les hormones. Donc, elle va effectuer un travail utile. Après, cette ADP à son tour va utiliser l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP pour attacher le PI par phosphorylation et me reformer encore l'ATP. ATP hydrolysé en ADP plus PI, ADP plus PI plus énergie va me redonner de l'ATP, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'ATP. Les autres composés à haut potentiel d'hydrolyse. On a le phosphoénol pyruvate, PEP. Regardez sa valeur de ΔG', moins 14,8 kcal, supérieure à celle de l'ATP. Le 1,3-bisphosphoglycérate, sa valeur 11,8 kcal. La phosphocréatine, 10,3 kcal. Ces trois composés peuvent me former de l'ATP à leur niveau sans passer par la chaîne respiratoire. Leurs valeurs de ΔG' sont supérieures à celles de l'ATP. L'ATP est au milieu. Ces valeurs sont très élevées ici. Ces valeurs sont exprimées ici en kilocalories et ici en joules. En haut, c'est toutes les valeurs des composés supérieurs à l'ATP. Et en dessous, c'est les composés inférieurs à elle. Donc, l'ATP est centrale, ni très riche en énergie, ni très faible en énergie. Elle est centrale. On passe maintenant aux réactions couplées. Tout à l'heure, j'avais dit que lorsqu'on calcule ΔG' d'une réaction, elle va me donner une valeur soit supérieure à 0, soit inférieure à 0, soit égale à 0. Pour le cas inférieur à 0, le problème ne se pose pas. Pour ceux qui ont un ΔG'0 supérieur à 0, il y a un problème. Vous allez me dire que la réaction va se faire dans le sens opposé. Non, dans le métabolisme, c'est obligé que la réaction se fait dans le sens, mais pas dans le sens inverse. Dans ce cas-là, on va faire rappel aux réactions couplées. C'est-à-dire, on va coupler cette réaction endergonique avec une réaction exergonique. Et j'obtiens une réaction exergonique qui se fait dans le sens qu'impossible à faire au départ. Exemple, j'ai le glucose plus PI dans du glucose 6-phosphate. C'est la première réaction de la glycolyse. Alors, regardez son ΔG'0, plus 3,3 kcal. C'est une réaction endergonique. Elle ne se fait pas dans le sens considéré. Il faut que j'obtienne glucose 6-phosphate. D'accord? Donc, je vais la coupler à l'hydrolyse de l'ATP. ATP plus H2O donne l'ADP plus PI. Donc, ΔG' de l'ADP égale à moins 7,3 kcal. Donc, c'est la première réaction. Ça, c'est la deuxième. J'additionne 1 plus 2 qui va me donner la somme. ATP plus glucose donne glucose 6-phosphate plus ADP. Leur somme de ΔG', j'obtiens moins 4 kcal par mol. Donc, imaginez, au départ, j'avais une réaction endergonique. Après couplage à l'hydrolyse de l'ATP, j'obtiens une réaction exergonique qui se fait dans le sens de formation du glucose 6-phosphate. C'est ce qu'on appelle les réactions couplées. Par exemple, si j'avais 10 ici, si je dévalue, je vais avoir toujours une valeur plus. Donc, faites attention. Donc, on la couple à une réaction très exergonique. Si avec l'hydrolyse de l'ATP ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'ai des autres composés à haut potentiel d'hydrolyse.